Mais d'abord donc une information BFM TV, une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmade a été ouverte il y a quelques heures après un signalement effectué auprès des services de police. Voici les toutes dernières informations compilées par Camilla Giudici. 9 jours après l'accident de la route qui a impliqué Pierre Palmade, le comédien est ciblé par une nouvelle enquête ouverte par le parquet de Paris. L'acteur de 54 ans est soupçonné de détenir des images pédopornographiques. Cette ouverture d'enquête fait suite en fait à un signalement. C'est un homme qui dit voilà, j'ai des vidéos. Sur ces vidéos, on voit Pierre Palmade en train de regarder des images à caractère pédopornographique. Là, la première tâche des enquêteurs, ça va être de vérifier l'authenticité des éléments en possession de cet homme, la véracité de ses faits, de voir de quoi il retourne. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs. Si les faits sont avérés, Pierre Palmade encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà de nouveaux éléments. Donc on va essayer de faire le clair dès le début de cette émission avec nos invités, notamment avec vous, Antoine Réglet. Bonjour, vous êtes avocat spécialisé dans le droit routier et la défense des victimes. Également avec nous en plateau, Bernard Antoine. Bonjour, thérapeute en addictologie, également tabacologue. Et nous sommes en duplex avec Damien Bancal. Bonjour, fondateur du site Zatav et spécialiste en cyberintelligence. Je me tourne évidemment vers vous, maître, en premier. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que là, c'est une deuxième affaire qui commence ? C'est complètement différent. C'est complètement différent. Pour l'instant, Pierre Palmade a été mis en examen par le juge d'instruction vendredi pour des faits très précis. C'est ce qu'on appelle la saisine in rem du juge d'instruction. C'est-à-dire on saisit le juge d'instruction pour des faits très précis et il n'enquête que sur ces faits-là. Après, cela n'empêche pas d'autres enquêtes policières de se faire. Et puis, si Pierre Palmade doit être mis en examen pour d'autres faits, alors il peut être représenté au juge d'instruction, celui-ci ou celui qui sera compétent géographiquement, je ne sais pas lequel ce sera, et être mis en examen des faits qu'on lui reprocherait de détention ou de consultation habituelle. Il faut insister sur le caractère habituel de ces vidéos pédopornographiques, rappelant qu'il est présumé innocent, évidemment. Évidemment, bien évidemment. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'évidemment, ce sont deux affaires différentes. Est-ce que pour autant, cette nouvelle affaire peut avoir des conséquences sur la façon dont on traite la première ? Est-ce que les enquêteurs vont prendre en compte cette nouvelle information dans le traitement notamment de l'accident ou pas du tout ? Je crois pas. Je crois pas. Bien sûr, ça colore. Ça colore le dossier. Est-ce que ça remet en question la décision du juge des libertés et de la détention ? Je ne crois pas. Cela ne va pas entrer en considération. Je ne pense pas que ça fasse passer le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l'instruction à la détention provisoire. En tout cas, les éléments que l'on a aujourd'hui ne me permettent pas de dire que cela va changer quoi que ce soit autrement que l'image qui, déjà très abîmée de Pierre Palmade, là, s'en trouve encore plus écornée. Bernard Antoine, donc thérapeute, je rappelle, en addictologie. On parlera tout à l'heure évidemment de l'aspect drogue avec vous. Si l'on parle de ces images, est-ce que cela révèle également quelque chose de la personnalité de Pierre Palmade, cette consultation donc de vidéos, de photos à caractère pédopornographique ? Alors, je tiens à vous rappeler que les addictions, le champ des addictions ne concerne pas uniquement les produits, mais peuvent aussi concerner des attitudes ou des comportements sans substance. C'est pas uniquement la drogue, en fait. C'est pas uniquement la drogue. On pourrait se dire c'est que la cocaïne ou que l'alcool. Ça concerne d'autres choses, c'est ce que vous nous dites. Alors, l'addiction ne concerne pas que les substances. Il peut y avoir également des addictions sans substance. Et le sexe en fait partie. Alors, il y a le jeu qui en fait partie, les écrans en font partie. Pour ce qui concerne Pierre Palmade, il semble avoir plusieurs addictions, dont les addictions aux substances qui sont corrélées avec effectivement des addictions de ce type, évidemment, et illégal dans ce cadre, bien évidemment. Je reviens vers vous, maître. Cette personnalité qui est apparemment très sensible à la notion d'addiction, quel que soit d'ailleurs le champ de ce qu'on parle, c'est pris en compte évidemment par les enquêteurs dans la première affaire, l'affaire de l'accident. Oui, la personnalité du prévenu ou du mis en examen est toujours prise en compte, évidemment. C'est un élément très important du procès pénal. C'est peut-être moins vrai lorsque l'on est dans une procédure correctionnelle, ce qui est le cas que dans une procédure criminelle, où dès le stade de l'instruction, on a des expertises psychologiques, psychiatriques, des enquêtes de personnalité. Devant le tribunal, évidemment, il y a toute une partie sur la personnalité qui est évoquée et les addictions feront partie de ce débat. Là, ça colore le dossier. Certains diront qu'effectivement, il était malade
et le verront peut-être ou le traiteront comme une petite excuse ou en tout cas comme un pas que l'on ferait vers lui. D'autres diront son addiction, il n'a pas essayé de la soigner et du coup c'est un argument qui se retournerait presque contre lui. En tout cas, aujourd'hui, contraint et forcé, il se soigne en tout cas depuis 2 jours. Ce sera à mettre à son crédit, bien évidemment. Cette assignation à résidence et sa durée s'imputera de toute façon sur la peine qu'il prendrait. Donc aujourd'hui, la société a tout intérêt que Pierre Palmade se soigne pour éviter la récidive. Disons-le, c'est toujours mieux de prévenir la récidive que de réprimer à outrance, comme on pourra le voir avec les propositions du ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un point? Parce que ce qui est intéressant, selon nos informations BFM TV, c'est donc un homme qui a contacté la police pour indiquer qu'il avait en sa possession des vidéos et des audios démontrant que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédopornographique. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui a transmis directement à la police ces éléments. Les enquêteurs vont donc devoir, je cite, l'auditionner pour vérifier la véracité de ces accusations. Pourquoi c'est aussi important ce travail-là de vérification des accusations qui sont portées? C'est comme dans le journalisme. Il faut vérifier ses sources, sinon ça va pas du tout. Donc là, on a un homme qui dit qu'il a quelque chose, qui dit qu'il voit Pierre Palmade faire quelque chose, etc. Il faut vérifier l'authenticité de la vidéo, bien évidemment. Il faut aussi savoir quand est-ce qu'elle a été tournée, parce qu'il y a des questions de prescription, bien évidemment. Et puis, pardon, un tout petit point juridique, la consultation, il faut qu'elle soit habituelle pour être réprimée, ou alors il faut qu'elle soit payante, c'est-à-dire je paye pour voir des images, ou alors il faut que l'on détienne. Le fait de consulter n'est pas le fait de détenir, et le fait de consulter une fois gratuitement n'est pas la consultation habituelle. Donc là, encore une fois, quand bien même on aurait ces images-là, si on n'a qu'une image d'un jour, ça ne suffira peut-être pas, et peut-être tant mieux parce que c'est le droit qui doit l'emporter pour l'incriminer. Alors Damien Bancal, je rappelle, vous êtes spécialiste en cyberintelligence. Justement, comment est-ce que vont faire les enquêteurs pour essayer de comprendre ce que vient de nous expliquer Maître Réglé en plateau, c'est-à-dire ce qui s'est passé précisément, de quand datent ces images, où ont-elles été enregistrées, comment ça se passe pour remonter le fil? Là, on est clairement, comme expliquait le maître, qui, quoi, comment, où. D'abord, ces documents, il va falloir savoir si véritablement on est dans une consultation ou est-ce qu'on était plutôt en train de tourner une série télé ou un film dans lequel il y avait potentiellement ce genre d'image. Ensuite, les autorités vont tenter de comprendre et de voir quelles sont malheureusement ces images. Je prends un exemple très concret, le commandement de la cybergendarmerie a des gens très compétents, des militaires très compétents sur le sujet, qui sont formés, qui ont même obligation de passer tous les ans une forme de permis de chercher dans ce genre de milieu. Il va falloir savoir d'où proviennent ces images, photos, vidéos, donc ça veut dire les analyser, ça veut dire potentiellement voir où elles ont pu être tournées, quel potentiellement aussi l'âge des enfants, si enfant il en est question. Voilà, c'est une énorme boule de laine sur laquelle il va falloir tirer toutes les ficelles pour essayer de comprendre si en plus ce ne sont pas des choses qui ont été produites par potentiellement ceux qui regardent, si elles ont été effectivement achetées, etc., etc. Donc c'est un gros travail, en fait on doit vérifier d'où viennent ces images, très précisément, et qui, vous l'avez dit, les a tournées. On va essayer de remonter le fil comme ça. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a énormément, malheureusement, dans ce milieu qui est l'Internet et surtout du cybercrime, ce qu'on appelle la fameuse fake news. On a beaucoup parlé des fausses informations concernant la politique, etc. Mais on a aussi des gens qui, pour on ne sait quelle raison, mais surtout pour de l'argent, fabriquent aussi des sosies qui regardent telle ou telle vidéo, telle ou telle image. Donc ça, c'est assez compliqué parce qu'il va falloir s'assurer que la personne qui regarde est bien cette personne qui est montrée du doigt. Voilà, c'est un travail supplémentaire d'enquête et de recherche dans un dossier qui est déjà assez compliqué, j'ai l'impression. Alors je reviens vers vous dans quelques instants pour évoquer plus précisément, mais comment est-ce que, en général, les enquêteurs font pour remonter les réseaux et vraiment comprendre comment ça se passe? Maître, je reviens vers vous quelques instants concernant l'affaire. Toujours selon les informations du service police-justice de BFM TV, la brigade de protection des mineurs va commencer par auditionner cet homme qui a dénoncé les faits pour vérifier la véracité de ses propos également. Qu'est-ce que c'est que cette brigade des mineurs? En quoi ça consiste? Comment est-ce que cette brigade travaille? Ce sont des policiers qui sont spécialisés dans ces dossiers-là. On a pu comprendre un peu leur travail dans le film Police. Souvenez-vous, il y a quelques années, où on voyait que c'était assez dur de travailler dans ces services-là, moralement, parce qu'on était confronté à l'innommable et aux choses les plus graves. Donc ce sont des enquêteurs surspécialisés qui ont aussi l'habitude d'entendre les mineurs de certaines façons, avec beaucoup de précautions, et puis qui connaissent justement tous ces réseaux-là, qui parfois les infiltrent. Il y a une notion de réseau. Là, vous pointez un point important. C'est souvent des personnes qui s'échangent des fichiers, des vidéos à distance. Oui, la pédocriminalité, la pédopornographie, pardon,
se fait souvent, si ce n'est en bande organisée, en tout cas par réseau, évidemment. Et chacun dans le réseau a son rôle. Il y a ceux, évidemment, qui vont produire, c'est-à-dire prendre la photographie, et puis après, ils vont la diffuser, et puis après, il y a ceux qui les consultent. C'est comme un trafic de stupéfiants. Il y a celui qui produit, celui qui livre, celui qui consomme. Donc il faut remonter, et l'idéal, c'est pas seulement d'aller pointer les consommateurs, c'est d'aller chercher ceux qui exploitent de manière immonde ces enfants. Et c'est très important de ne pas s'arrêter à Pierre Palmade ou un autre consommateur, mais d'aller chercher ceux qui s'enrichissent sur le dos et la souffrance de ces enfants. Damien Bancal, justement, cette brigade de protection des mineurs, elle travaille évidemment sur le net, sur Internet, sur le numérique. Comment est-ce qu'ils font pour précisément infiltrer ces réseaux, essayer de trouver précisément les personnes qui sont à l'origine de ces images? Déjà, il y a un véritable travail à l'international. Il faut obligatoirement une coopération internationale pour pouvoir tirer chaque ficelle de ces réseaux, parce que c'est terrible à dire, mais ils sont très organisés. Ce sont des espaces clos où il faut montrer patte blanche pour pouvoir y accéder. On a connu des espaces où il fallait fournir pour pouvoir recevoir. Donc c'est vraiment un vrai problème. Et donc, eh bien, nos autorités, les gens qui sont vraiment entraînés, qui sont psychologiquement capables aussi de pouvoir résister à une telle pression de documents et de malversations, voilà, c'est terrible. Ils sont obligés d'analyser les clichés, photos, vidéos, il y a aussi des bandes dessinées, il y a aussi des sons, bref. Une photo, ils vont essayer de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans l'environnement du document pour essayer de potentiellement retrouver le lieu, parce qu'il existe des bases de données utilisées par les autorités pour dire, ben voilà, potentiellement, tel lieu a déjà été retrouvé dans d'autres cas. Donc c'est un travail de longue haleine, parce que là, la mission est clairement de sauver le plus rapidement possible ces enfants, à la condition que ces documents ne sont pas trop vieux, parce qu'il est là, il est terrible, hein. On a un aspect de fraîcheur, c'est monstrueux comme terme, mais pardon, mais voilà, il faut que les documents soient très récents, ou alors ils soient dans des conditions particulières. C'est terrible, c'est un véritable problème, et sachant qu'aujourd'hui, il y a toujours une demande, c'est ça qui est fou. C'est des enquêtes qui sont longues, dans la durée, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est aussi rapide que ça pour remonter des filières comme ça, ou est-ce que c'est assez rapide? Non, c'est malheureusement pas rapide. Dans tous les cas, nos autorités font ce qu'elles peuvent. Mais infiltrer, c'est pas si simple. Aux États-Unis, par exemple, ils peuvent provoquer des actes. Un exemple très concret, l'année dernière, le FBI avait réussi à faire tomber un réseau. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pu intégrer les sites et les forums. Il y en a même un qu'ils avaient continué à faire vivre quelques jours pour dire de collecter un maximum d'informations. Voilà, c'est très compliqué, c'est de l'infiltration, c'est malheureusement, ceux qui en font commerce, ce sont des gens qui se protègent un maximum, parce qu'ils savent très clairement que ce qu'ils font est terrible, mais il y a de l'argent en jeu, et comme je vous le disais, il y a de la demande. Donc voilà, c'est toutes les strates que les enquêteurs sont obligés de remonter lentement, sûrement, mais en espérant surtout que les instigateurs ne ferment pas toutes les clés pour partir ailleurs et pour tout effacer, disparaître. Bernard-Antoine, évidemment, au-delà de cette affaire qui concerne Pierre Palmade, les victimes de ces affaires, ce sont évidemment les enfants, dans ce cas précis. Comment est-ce qu'on accompagne des enfants qui sont victimes de ce type d'abus avec des images, des vidéos qui sont diffusées ensuite sur Internet? C'est très compliqué, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir leur en parler, il faut pouvoir faire de la prévention, il faut pouvoir être avec eux, il faut pouvoir avoir un espace de parole, un espace de dialogue, et ça se fait dans la sphère familiale en général. Je pense qu'il y aurait, il y a un vrai sujet sur la prévention. De politique publique, vous voulez dire? Oui, surtout dans les écoles. Ça commence en CM2. Quel gamin n'est pas allé sur son portable pour aller voir ce qui se passe, quoi, ou d'aller sur Internet pour aller voir des sites porno, etc. Donc il y a aussi une véritable question de prévention par rapport aux jeunes, et bien entendu, ils sont les premières victimes, c'est évident. Une question, je reviens vers vous peut-être parce que Damien Bancal, quelque chose qui a l'air de revenir dans beaucoup d'articles, et peut-être dans cette affaire, c'est la facilité en fait pour trouver peut-être ces images et ces vidéos. En quelques clics, on a l'impression qu'on peut trouver des choses absolument horribles. Comment ça se passait sur le dark web, ce fameux web un peu caché, ou est-ce que ça se trouve vraiment facilement et c'est à portée de tout le monde? Alors, je vais être très clair avec vous, comment ça se passe, je vais pas l'expliquer d'abord parce que j'ai pas les habilitations pour pouvoir le faire moi-même, mais ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert, on rencontre des pirates qui malheureusement font ce type de commerce.
Ben voilà, hein, vous avez un site internet, un forum, vous avez un mot de passe pour pouvoir y accéder. Maintenant, certains de ces sites demandent de l'argent ou demandent une avance en photo ou vidéo pour pouvoir ensuite partager. Et on a des ratios un petit peu comme des sites de vente. Moi, ça me fait frissonner rien que d'y penser parce que j'ai connu, moi, des personnes qui, ben voilà, on donne une photo, on peut recevoir 2. Voilà, on est dans cet état d'esprit qui est, on consomme ça comme si c'était, que ce n'était que des photos. Non, c'est des enfants derrière. Et je reviens à ce que disait Docteur. Je donne beaucoup de conférences dans les écoles et dernièrement, j'ai eu vraiment en dessous vraiment de CM2. Hein, et j'ai des jeunes filles qui sont venues me voir après la conférence. On parle des réseaux sociaux, on parle de choses où il ne faut pas avoir peur d'alerter un grand frère, une grande sœur, l'infirmière, en tout cas des gens de confiance. Bah, ces 2 jeunes filles sont venues me voir en me disant « Regardez monsieur, merci de votre conférence, mais regardez ce qu'on reçoit de photos d'un tonton. » Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer le reste. Ces échanges sont terribles et donc du coup il y a une vraie consommation, une vraie diffusion un peu tout et n'importe comment avec des gens très organisés, dont c'est vraiment des bandes organisées mafieuses. Et puis après on a le consommateur lambda, je trouve ça honteux, qui se dit « Oh, je vais aller voir pour m'encanailler ». Non, il est hors de question, je vais être très honnête avec vous. Rien que déjà pour moi ça, c'est au moins rester un petit peu en garde à vue pour comprendre la souffrance des gens qu'il y a derrière. Mais donc évidemment, ce que vous dites, c'est que, à vous entendre, là, ce que je comprends, c'est que c'est malheureusement pas compliqué en fait de trouver ce genre de contenu et qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Sur internet, rien n'est compliqué si on cherche. Voilà. Vous avez résumé en une phrase la situation. Maître, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que risque une personne qui a consulté, qui a détenu comme ça des images à caractère pédopornographique? Elle risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce qui est une peine... C'est assez lourd. Alors on dira toujours que ce n'est rien à côté de la souffrance de ces enfants exploités indignement. Mais 5 ans d'emprisonnement, c'est l'équivalent d'une agression sexuelle. Notamment, c'est pas rien. On parle de donc, 2 affaires, vous l'avez dit, qui sont séparées. Est-ce que donc, si cette enquête avance et qu'elle aboutit à des choses qui sont extrêmement concrètes, on aura 2 peines cumulatives, une concernant cette affaire donc, de l'accident de vendredi dernier, et puis une concernant ces nouveaux éléments qui nous arrivent aujourd'hui? On n'a pas comme aux États-Unis de cumul de peine, on peut arriver à 150 ans de prison. L'on peut cumuler 2 peines lorsqu'elles ne protègent pas la même valeur sociale, c'est-à-dire conduite sous stupéfiants et tout ce qui est les infractions sexuelles, c'est pas du tout la même chose, donc ce sont 2 valeurs sociales différentes. Donc on peut cumuler, mais toujours dans le maximum de la peine la plus haute encourue. Pour l'affaire de l'homicide involontaire, aujourd'hui, Pierre Palmade risque 14 ans d'emprisonnement, 7 ans parce qu'il y a une circonstance aggravante et non 2, et on double parce qu'il est en récidive, la grande récidive avec l'infraction de 2019. Donc on peut cumuler, mais dans le maximum de 14 ans d'emprisonnement. On a parlé là à l'instant de cette recherche très précise sur le net qui va être faite par les enquêteurs. Du côté du parquet, donc le parquet de Paris qui s'est saisi de cette affaire, comment ce parquet va lui travailler? Il travaille en demandant aux enquêteurs, il dirige l'enquête. En réalité, il se fait faire des comptes rendus, il dirige l'enquête, il demande à entendre telle personne, etc. Aujourd'hui, je pense, ce qu'on peut demander au parquet de Paris dans cette affaire, d'abord, c'est de faire la lumière très rapidement sur la responsabilité ou non de Pierre Palmade, de rappeler peut-être l'état du droit, celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la morale, consulter une fois de manière gratuite, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi, évidemment ça rentre dans le cadre de la morale, mais c'est toujours mieux lorsque le procureur de la République nous explique que le droit et la morale, parfois sont inconciliables, et puis surtout qu'on se précipite pas, c'est-à-dire qu'à supposer que Palmade ait une responsabilité, qu'on s'arrête pas là, qu'on aille chercher ceux qui sont au-dessus. S'il faut prendre 2 ans pour le faire, on doit le faire au nom des enfants qui ont souffert dans cette procédure. Et c'est ce que nous a expliqué effectivement Damien Bancal. Vous avez parlé des recherches précises pour trouver dans une affaire ou dans une autre les responsabilités finalement, remonter la toile. Mais on parle aussi beaucoup de ces fameux coups de filet qui sont parfois organisés en France pour, en quelques heures, arrêter des personnes qui détiennent toutes ces images. Comment ça se passe d'organiser une aussi grosse interpellation? C'est souvent des opérations qui sont massives. Comment s'y prennent les enquêteurs? C'est simple, hein. D'abord, comme je vous le disais, il y a obligatoirement de l'international, parce qu'on a rarement tous situés dans une même rue, une même région, un même pays. Donc déjà, il y a obligatoirement des accointances avec Europol. Ensuite, les enquêteurs, ils font leur travail de fin limier déjà dans la rue. Un OPJ, un officier de police judiciaire, travaille aussi bien dans la rue que maintenant, aujourd'hui, avec le numérique, parce que c'est devenu l'autre
rue, justement, où il faut travailler. Donc il tire les ficelles. Qui, quoi, comment, où. Trouver des pseudonymes, donc les petits noms utilisés par les acheteurs-vendeurs, et derrière ça, il y a très certainement une connexion Internet, des ordinateurs, très certainement aussi un domicile, un lieu où c'est téléchargé, même si on a eu des cas, et ça c'était par exemple en Espagne il y a quelques années, on avait un professionnel de ce secteur, pardon du terme, qui avait une camionnette et qui se promenait à travers le pays pour pouvoir diffuser et pour pouvoir surtout gérer son business. Après les enquêteurs, une fois qu'ils ont fait l'environnement, qu'ils ont des adresses, le jour J, c'est comme moi je les appelle, les amis du petit déjeuner qui arrivent à 6h du matin et qui là définitivement vont poser des questions parce qu'il va falloir fournir des réponses et surtout trouver les personnes à condamner et à stopper dans ce délit.